Comme je dis en rigolant, ce soir c'est le grand soir. Je vais vous apprendre à décoder les manipulations, les perversions, aussi bien sur le plan marketing, politique, personnel, etc., etc. Parce qu'en fait, on est dans un monde de la manipulation. Tout est relation. Quand je dis tout est relation, c'est que tout est communication. On est reliés les uns aux autres, qu'on le veuille ou pas, de façon artificielle ou réelle, mais nous sommes tous reliés aux autres. On ne peut pas se développer, on ne peut pas grandir si on n'a pas une relation à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'altruisme. Les travaux sur lesquels je me suis penché et dont je me suis inspiré, c'est un livre que je vous conseille, hein, vous pouvez l'avoir dans votre bibliothèque, c'est le docteur Eric Berne, c'est Que dites-vous après avoir dit bonjour. J'adore le titre. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir avoir énormément... C'est un peu comme une Bible quand on se pose des questions sur le comportement des gens. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Eric Berne? Alors, c'est le créateur de l'analyse transactionnelle, et il nous parle des états du moi et des scénarios. Et à partir de ses travaux sur les états du moi et des scénarios, son élève, Stephen Karpman, a créé le fameux triangle dramatique de Karpman. Donc, sur les états du moi, au départ, lui, il a défini qu'il y avait des parents normatifs et des parents nourriciers. Non pas par rapport à nos parents, mais des comportements de parents normatifs et de parents nourriciers. Faites très attention avec ce mot. Mais il y a maintenant un nouveau comportement qui est celui de parents soumis. C'est-à-dire que la personne est absente, permissive, coulante, faible, liquide. Donc, il n'y a rien à en tirer. Elle survit dans le monde dans lequel nous sommes, point barre. Le parent normatif, c'est quelqu'un qui vit dans un cadre de référence, qui a des valeurs centrées sur le passé, et qui a tendance à critiquer, à mésestimer les autres, à balancer des injonctions et surtout des réprimandes. Donc on le retrouve évidemment chez les parents, mais on le retrouve aussi dans les relations avec les autres. Et le parent nourricier, c'est celui qui est bienveillant, il est laxiste, il est toujours là, il est en train d'aider tout le monde, en train de, je veux dire, presque de s'imposer. Il est presque envahissant et on ne sent pas que ça avance. Donc on le retrouve dans les bureaux, hein, de chez les managers ou chez les employés, à savoir qu'il y a des managers qui sont parents normatifs, qui passent leur temps à analyser les règles et à critiquer, à mésestimer et à balancer des injonctions. Et puis, il y en a d'autres, ce sont des parents nourriciers. Hein, ils ont des petits gâteaux, on prend le thé, on prend un café, ils sont toujours bienveillants, etc. Et puis, il y a effectivement les managers soumis, c'est-à-dire qu'eux, ils obéissent au chef. Ils disent, bah, cette semaine, il faut faire ça. Ah oui, mais ça marche pas. Ah oui, mais moi, j'y peux rien, hein, c'est le chef qui m'a dit. Donc, ils servent à rien, mais ils sont en position de management. Et on les retrouve partout dans la société, on les retrouve aussi dans les familles, avec ce type de parents. La meilleure façon de mener sa vie, c'est d'être en situation d'adulte. C'est-à-dire, on respecte les autres, on pose des questions, on s'intéresse à eux, et au niveau de l'enfant, on respecte les valeurs. J'ai un peu tourné parce que moi, je suis assez sensible à l'éducation des enfants. L'adulte, il a un discours d'adulte. Il considère l'autre ou l'enfant comme une personne à part entière, à son même niveau que lui. Il ne le rabaisse pas, il ne le met pas non plus sur un piédestal, mais il le considère au même niveau que lui. On est à égalité. Ça, c'est ce qu'on appelle la position adulte. Donc évidemment, il ne faut pas rentrer dans le jugement en se disant, oh là, quelle tête, oh, comment il est habillé, hein, il n'a pas fait ses chaussures. Ouais. Tous ces jugements-là qui font que on juge les gens avant d'être entré en communication avec eux. Et alors on retrouve ensuite chez les enfants, alors soit les enfants, soit les adultes qui ont des comportements d'enfants. On a donc les enfants soumis. Ce sont des enfants qui s'adaptent. On voit souvent ça chez les filles, notamment jeunes, ou qui voient même se contorsionnent pour ne pas être rejetés. C'est une personne qui empêche ses émotions, qui ne les exprime pas. Et ce sont en général des gens qui ont des peurs et qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Donc ça, on en voit, il y en a plein des entreprises. On a l'enfant rebelle. Alors lui, il est en rébellion souvent par rapport à des parents normatifs ou des parents nourriciers ou des parents soumis, parce qu'il a besoin d'exister, mais on ne lui laisse pas la possibilité. En conséquence, il va provoquer, il va faire des conneries, parfois des grosses conneries, et il se met en opposition et il va exploser. Ce sont des gens qui sont assez rapidement dans la colère, dans la révolte et qui vont prendre des risques. Et puis on a de plus en plus, grâce aux nouvelles pédagogies, ce qu'on appelle les enfants libres, c'est-à-dire des gens qu'on va retrouver en adultes en fait.
ce sont des gens qui n'ont pas encore les responsabilités. Ce pas forcément des enfants, ce sont des gens qui expriment leurs émotions, leurs rêves, et il rejoint l'adulte parce qu'il a besoin d'apprendre, il a besoin d'être curieux, mais tout en restant autonome. Il veut pas qu'on ait de l'emprise sur lui, il veut pas d'un parent nourricier, il veut pas d'un parent normatif, il veut exister par lui-même. Et c'est ça qu'on voit à travers les travaux de Berne, c'est les éléments fondamentaux pour développer son autonomie et pas se faire prendre dans les jeux pervers. Alors, ce que Berne dit bien, c'est que pour qu'une relation soit saine, que ce soit entre adultes, quand je dis adulte, c'est pas au sens psychologique, c'est au sens d'être qui avons dépassé la majorité. Pour qu'une relation soit saine avec des enfants, pour qu'une relation soit saine entre manager et manager, il faut qu'il y ait une expression positive, il faut qu'il y ait une forme d'affection. D'ailleurs, on le sait très bien, s'il n'y a pas d'affection, les gens n'évoluent pas. Il faut qu'il y ait une stimulation et des défis attractifs. Une personne avec laquelle on travaille ou avec laquelle on a des responsabilités, que ce soit les associations ou autres, s'il n'y a pas de défis attractifs, si elles ne sont pas stimulées, elles décrochent. Et ça, c'est valable pour tous les êtres humains. Disons. Que ce soit un défi attractif, il y en a c'est physique, il y en a d'autres c'est intellectuel, mais il faut un défi. Et toutes les personnes ont besoin de reconnaissance, de feedback et de respect. Et celles qui n'en ont pas, alors si elles ont un côté rebelle, elles vont aller le chercher. Si elles ont un côté soumis, elles vont se mettre en souffrance. Ça vous parle? Et pour qu'une relation fonctionne, il faut des structures, des règles et des valeurs. C'est pas forcément l'armée avec une rigueur implacable, mais aucune organisation ne peut fonctionner, que ce soit une famille, un couple, une entreprise ou une association ou un parti politique, s'il n'y a pas une structure, des règles et des valeurs. Et les valeurs, ce sont des comportements. Donc on peut tout de suite voir si les valeurs sont respectées ou pas. Je vous laisse voir les valeurs de certains partis politiques et les comportements qui vont avec. Les 4 principaux sentiments que, à l'époque, Berne exprime, c'est que il faut qu'il y ait de la joie, on a le droit d'avoir de la tristesse, on a le droit d'être en colère et on a le droit d'avoir peur. Et que la pire des choses, c'est de ne pas exprimer sa peur. Pour ça, je vous renvoie sur un livre que tu es en train de lire, qui est aussi un bouquin fabuleux. Ça s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown et qui explique vraiment que d'exprimer ses peurs et d'exprimer qui on est, ça ouvre des portes extraordinaires. Parce qu'on rencontre des gens qui nous aident, parce qu'on trouve des solutions et parce qu'en fait, les gens bienveillants, les gens qui ont envie de construire avec nous, de créer avec nous, ils acceptent ça. Et les autres, ce sont des parents normatifs, mais on n'a pas besoin d'eux pour construire quoi que ce soit avec eux. Être libre et autonome, c'est posséder un certain niveau de conscience de soi, c'est accepter d'être responsable de sa vie. Alors, le nombre de gens qui sont sur des scénarios perdants, on va aller voir après les scénarios, et quand il leur arrive une catastrophe, disent c'est pas de ma faute. Voilà. On a typiquement bon, je caricature un petit peu, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est responsable de sa vie. Bah, c'est pas de ta faute, mais c'est toi qui as posé le geste. Oui, mais c'est pas de ma faute. Ensuite, décider en fonction de ses valeurs et non pas pour s'adapter aux autres. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, on a besoin d'avoir des gens qui décident par rapport à des valeurs, soit les valeurs du groupe, soit ses valeurs, mais dont on sent qu'ils sont alignés. Être autonome, c'est vivre ses sentiments et les exprimer selon ses convictions. On a le droit d'exprimer nos sentiments. Ceux à qui ça ne plaît pas, on est désolé, mais on exprime nos sentiments. Et c'est d'ailleurs quand on est sur ce chemin-là qu'on s'aperçoit que on croyait avoir des amis, puis il y en a qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et ceux-là sont en général beaucoup plus solides et beaucoup plus sérieux. Et donc d'accepter la relation avec l'autre et avec soi-même dans le respect. C'est-à-dire je me respecte parce que je veux aussi que les autres me respectent. Or, beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas être respectés, quand je creuse un peu, surtout dans mes séances de coaching au niveau professionnel, bah c'est qu'en fait, souvent, ils ne se respectent pas. Il y a 3 types de personnages, de scénarios. Le premier scénario, c'est héros. Il y a des héros vivants et des héros morts. C'est quoi la différence? C'est qu'il y a des héros qui, en fait, dans le triangle, se retrouvent en sauveur. Ce sont des gens qui se comportent pour sauver les autres, qui se comportent en héros, qui vont prendre des risques. Mais le héros vivant, il va en même temps réfléchir aux risques qu'il prend pour pas en subir les conséquences.
Alors que le héros mort, il ira jusqu'au bout, quitte à en décéder ou tout du moins à s'abîmer gravement. Donc le héros mort, quand il intervient en sauveur, on va le voir tout à l'heure, il est dangereux parce qu'il peut entraîner aussi les autres dans la catastrophe. Il y a un certain nombre de gourous qui l'ont fait. Et puis, il y a les héros vivants, on les retrouve beaucoup plus, notamment dans les médecines de Brousse, dans tous ces trucs-là, avec des gens qui sont parfaitement cadrés, qui savent exactement ce qu'il faut faire et qui savent les risques qu'il faut prendre ou ne pas prendre en fonction des situations. Et puis, on a les bourreaux. Alors, on a les bourreaux vivants aussi, puis on a les bourreaux morts. C'est-à-dire qu'on a des bourreaux vivants. Alors, c'est un peu le héros, mais en négatif. C'est celui qui va détruire, il est persécuteur, en fait. Donc, il est vivant, il va persécuter, il va être bourreau, mais au moment où il sent que sa tête risque de tomber, et on va le voir sur les schémas tout à l'heure, il va changer de comportement. Alors que le bourreau mort, il va aller jusqu'au bout. Il sait, parce qu'il a l'impression lui aussi qu'il va mourir en héros. Cette espèce de, il sait qu'il est un bourreau, il agit comme un bourreau, mais il se dit, ah, le jour où on me mettra des fleurs sur ma tombe, quoi. Mais, parce qu'ils se racontent tous une histoire. Et donc, on va le retrouver dans le triangle en termes de bourreau. Et ensuite, il y a les victimes. Ce sont les victimes conscientes et les victimes inconscientes. Alors, il y a des gens qui sont victimes conscientes. C'est-à-dire qu'ils sont dans un endroit, ils souffrent. Mais ils acceptent. Ah oui, mais tu veux, la vie est pas facile, et puis quand même, et puis alors après on se raconte une histoire, et on reste en position de victime. Mais alors ça, on les retrouve avec beaucoup de maladies psychosomatiques, parce que le corps va automatiquement réagir sur ce comportement de victime. Et alors, on a les victimes inconscientes. Elles sont en situation de victime, mais comme, si je reprends le schéma tout à l'heure, elles ont peut-être eu des parents extrêmement normatifs. Donc pour eux, c'est normal d'être en situation. C'est normal. Toute ma vie est faite de souffrance. Elles vont se créer un scénario, une histoire, un film, en disant ben, c'est normal que je souffre, tout le monde souffre. Donc il n'y a pas de raison que moi non plus je ne souffre pas. Et donc on va les retrouver dans le triangle de Karpman au niveau des victimes. Donc il n'y a que l'adulte qui ne rentre pas, celui qui est en position d'adulte, qui a donc cette capacité à discerner, à décrypter, qui ne rentre pas dans le triangle de Karpman et qui dans ce jeu pervers de la relation. L'adulte, il est capable de dire à quelqu'un, c'est sympathique, mais je rentre pas dans ton jeu. Donc j'étais ravi de te rencontrer, mais je pense pas qu'on va se revoir. Voilà. Ça, c'est le discours de l'adulte. L'adulte, il a cette capacité à pouvoir dire les choses calmement, avec ses émotions, avec ses valeurs, ou des textes négatifs. Alors, Stephen Karpman. Donc, je vous ai juste mis ça, si ça vous intéresse d'acheter le bouquin. Donc, voilà son triangle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a une victime, on a un sauveur, un bourreau. Il y a d'autres termes que vous verrez en fonction des livres. C'est que, donc là, ça peut être le héros, et puis là, ça peut être le persécuteur. Mais la victime, elle reste toujours victime, c'est le même mot. Pour bien comprendre ce triangle, imaginons que nous soyons des animaux. Et qu'on a besoin de se nourrir de la relation. Ça veut dire que le sauveur, il a besoin de victimes pour nourrir son côté sauveur. Le bourreau, il a besoin de victimes pour nourrir son côté bourreau persécuteur. Et donc, il va en chercher, il va en trouver. Et puis, le sauveur et le bourreau, ils sont en opposition. Sauf que là, il y a un jeu extrêmement pervers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce qui se passe entre ces deux-là, c'est que lorsque le bourreau sent qu'il risque de mourir, il va venir jouer le sauveur, en disant, mais non, mais tout ce que j'ai fait, c'est pour ton bien. Toute relation avec des événements. Et puis, dès que la victime se relâche, en disant, ah bon, bah alors, ok. Ah oui, mais j'ai bien compris que c'était pour mon bien, parce qu'évidemment, la victime ne se rebelle pas. Ok. À ce moment-là, il va devenir bourreau et il va trouver autre chose pour récupérer encore des victimes. S'il n'a pas sa dose de victimes, il ne peut pas exister. Il n'est pas bourreau. Donc, il y a des jeux comme ça qui se passent, comme on en a vu ces 3 dernières années sans arrêt, avec des gens, on en a vu aussi, qui se sont présentés et posés en sauveurs, alors qu'en fait, ils étaient des bourreaux. Et on a eu des gens qui se sont tout de suite mis en victime jusqu'au moment où elles ont pris conscience, elles se sont dit, oh là là, il faut sauver le monde, mais souvent les victimes ne sont pas équipées pour devenir des héros.
ou des sauveurs. Et là, il y a tout un travail de fond à faire pour restructurer, réorganiser les choses. La plupart des êtres humains n'aiment pas prendre le temps de s'asseoir pour structurer, pour développer, pour comprendre et pour travailler ensemble à construire quelque chose. Chacun sait dans son coin. Il y a encore une autre chose qui se passe, c'est qu'il y a des jeux d'ego et des jeux de pouvoir qui se mettent en place. On voit bien que les nourritures pour les gens, c'est quoi? En général, c'est le pouvoir, l'argent, la domination, la possession et la peur. Ce sont les principaux jeux qu'on retrouve dans ces manipulations. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un centre de pouvoir qui se cache toujours derrière ce jeu-là. Le centre de pouvoir, il va dire au bourreau ce qu'il doit faire. Donc le bourreau, il est dédouané. C'est pour ça qu'il se prend pour un sauveur. Parce que c'est pas lui le bourreau, pour lui c'est l'autre. Mais en fait, pour la victime, le bourreau c'est lui. Parce que vous voyez la complexité du système qui se met en place à ce moment-là. Donc celui qui est en bourreau, si on regarde bien ce qui se passe dans l'histoire du monde, en général il finit très mal, parce que les gens qui dirigent vraiment le système, ils vont éliminer le bourreau pour faire plaisir à la victime et faire apparaître des sauveurs, qui seront des faux sauveurs, qui un jour ou l'autre reviendront se mettre en bourreau, et le système recommencera. La victime a besoin de... Alors, tu as raison, il y a des victimes, pas toutes, hein, Oui. des victimes inconscientes, des victimes conscientes, quand elles commencent à évoluer au niveau de leur conscience, ne vont pas aller chercher des bourreaux. Elles iront plutôt chercher des sauveurs. Mais la victime inconsciente a besoin d'un bourreau. Sinon, elle est plus victime. On voit ça souvent dans les couples où la femme ou l'homme battu. Et pour la victime, c'est agréable d'avoir des sauveurs. Alors, ça dépend des victimes. Oui, aussi. Parce qu'il y a des victimes qui ne veulent pas de sauveurs, parce qu'elles veulent rester Voilà. dans leur situation de victime. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, il y a des sauveurs qui sont des bourreaux. Ils veulent jamais la sauver. Ils veulent pas la sauver. C'est pour ça que je dis, imaginons que nous soyons des animaux, c'est à peu près la même forme de fonctionnement. Et à partir de ce moment-là, les victimes, on le voit très souvent d'ailleurs, se disent « Ah, j'ai trouvé quelqu'un d'exceptionnel ». Et au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, ils s'en sortent pas. Parce que la personne est en fait quelqu'un qui se nourrit de sa victime. Et le but d'un sauveur, c'est que la victime sorte de ce triangle et ne soit plus victime. Voilà un petit peu ce schéma qui tourne. Et le point de pouvoir, c'est que ici, pourquoi ils mettent en place des vrais bourreaux, parfois des faux sauveurs, pour conserver les gens et le peuple en victime, pour de l'argent, pour dominer, pour posséder et pour faire peur. Et plus on fait peur, et plus les gens, effectivement, les victimes sont des gens qui ont peur. Les nourritures, c'est le pouvoir qui a besoin de ces nourritures. C'est un petit peu, on voit ça dans les films. Celui dont je me rappelle le plus, c'est Bienvenue à Gattaca, hein, Demolition Man, je crois que l'autre traduction. C'est vraiment ça qui se passe, quoi. Il y a un centre de pouvoir et les autres sont formatés pour être des sauveurs officiels vis-à-vis de la population, alors qu'en fait, ils ne sont qu'au service du bourreau, qui est lui-même piloté par un centre de pouvoir. Et ça, si vous regardez la vie à l'heure actuelle, c'est à peu près ce qui est en place. Alors les jeux de pouvoir, on les voit dans le discours et les comportements. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand quelqu'un annonce des valeurs, annonce des situations dramatiques, commence à faire peur, quels sont ses comportements? Est-ce qu'ils sont cohérents avec le discours qu'il a? Nous avons été formatés à devenir des victimes. L'État nous prend en charge. L'État prend en charge nos enfants. L'État nous donne des allocations, etc., etc. En conséquence de quoi, on nous a formatés à devenir des victimes. Et quand il y a un problème, on se tourne vers l'État, et donc l'État est le parent normatif, si vous revenez au schéma de tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la population? Ben, il y a des enfants soumis, puis des enfants rebelles, puis des enfants libres. Vous voyez l'organisation du système? C'est exactement comme ça que ça a été organisé. Et ils le savent, puisqu'ils passent leur vie à tout mesurer et à tout sonder.
pour savoir où nous en sommes. Mais nous avons été formatés à être des victimes. Moi, j'arrive pas à comprendre, c'est quoi la motivation? Ces gens qui nous dominent. C'est quoi Ils ne fonctionnent pas comme nous. Parce que le gros problème dans le décodage de ce processus, c'est de comprendre que le centre de pouvoir, eh ben, ce sont des humains, mais leur cerveau ne fonctionne pas comme le nôtre. Et quand on comprend, par exemple, si on regarde un trisomique 21, ou si on regarde un enfant autiste, on le sait qu'il ne fonctionne pas comme nous. Et il a son fonctionnement, puis c'est respectable, et c'est tout à fait acceptable. Eh ben, c'est la même chose, il faut regarder ceux qui sont là exactement de la même façon, parce qu'ils ont un mode de fonctionnement qui n'est pas le nôtre. Mais c'est inné ou ça, ils le deviennent? Les deux. Il y en a, on va dire que dès la naissance, ils ont une aptitude, mais ils sont repérés dans les écoles et les universités. Pourquoi crois-tu que les Davos et compagnie vont dans les HEC, Polytechniques, etc., repérer des candidats? Ils vont pas repérer les plus brillants, ils vont repérer ceux dont le fonctionnement correspond à leur finalité. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On les rentre dans une cohorte de young leaders. Donc là, l'ego, on va le nourrir suffisamment pour qu'ils soient fiers. On leur donne tout de suite de gros postes avec beaucoup d'argent, beaucoup de fausses responsabilités. Et puis après, ils sont pris dedans, ils sont morts. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas de conscience. Ce sont des automates. C'est un obéissant. Parce que pour avoir ces diplômes, il faut apprendre par cœur et réciter par cœur. Donc il est formaté pour apprendre par cœur et réciter par cœur et exécuter. Et c'est cela qu'on embauche dans les entreprises. Parce qu'ils exécutent, ils apprennent par cœur et ils exécutent les ordres qu'on leur donne. Ils sont formatés comme ça. Donc on va les chercher pour exécuter ces tâches-là. Il y a une très bonne analyse qui a été faite par François Asselineau. Tous les dirigeants européens à l'heure actuelle sont rentrés en fonction à un très haut niveau, ils avaient à peine 40 ans. C'est l'âge où on recherche le pouvoir, l'argent, le sexe, ils leur ont tout donné. Donc ils ont pété un câble et puis maintenant ils sont manipulables à merci. Ils peuvent même pas faire machine arrière ou s'en sortir. Il faudrait qu'il y ait une descente du Saint-Esprit. Là, je sais pas si les protestants croient au Saint-Esprit. Non, c'est ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait un éclair qui leur tombe sur la tête. Vous inquiétez pas, ils vont certainement nous sortir un sauveur un de ces jours. C'est-à-dire nous sortir un sauveur. Ça, c'est le grand jeu. Les Américains l'ont fait souvent. Ils ont mis en place des dictateurs, notamment en Amérique du Sud, puis ils les ont fait tomber, et ils ont fait arriver un sauveur qui est redevenu un dictateur. C'est Chili, par exemple. Parce que dès que le bourreau refuse d'obéir ou est usé, parce que ça va trop loin, hop, on supprime, on change. On est dans une pièce de théâtre, on change des acteurs. Le bon comportement, c'est l'adulte. L'adulte, il n'est pas victime, il n'est pas sauveur, il n'est pas bourreau. C'est pas pour ça qu'il mettra pas des règles et des sanctions si jamais on dépasse les bornes. C'est pas pour ça qu'il ira pas aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Mais il rentre pas dans ce triangle de manipulation et de toute façon, il n'est pas victime. Donc il fait pas partie du jeu. Vous avez un bouquin génial là-dessus, c'est le Je tue de Martin Buber, qui explique bien la relation de ceux qui prennent les autres pour des objets et ceux qui prennent les autres pour des humains. Et vous allez vous apercevoir, parce qu'évidemment, je ne sais pas s'il faut le lire le soir avant de se coucher, parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui prennent les autres pour des objets, pour atteindre des objectifs, pour avoir du résultat financier. Et on entend des discours dans lesquels on pourrait croire, si on ne les décode pas, et on va s'apercevoir que beaucoup de gens prennent les autres pour des objets. Et quand ils sont dévoilés, ces gens-là, ils fuient. Mais s'ils ont un profil de bourreau mort, ils vont nous agresser. Et ils vont essayer de se venger. C'est pour ça que c'est très intéressant d'être en situation d'adulte et de pouvoir discuter avec les gens en disant, voilà ce que je ressens. Mais il y a celui qui va exploser en disant, mais non, pas du tout, jamais de la vie. Et il va essayer de se mettre en sauveur. On peut avoir les deux aussi. Hein, ouais. Mais il va essayer de se mettre en sauveur. D'accord? Peut-être qu'une fois qu'on a le dos tourné, il revient en bourreau.
mais ça n'empêche qu'on l'a dévoilé. Qu'est-ce qu'il va faire d'après toi? Il ne tomberait pas dans le rôle de victime à ce moment-là. Qui ça? Celui qui... Le bourreau? Ouais. Il va jouer la victime. Bien sûr qu'il va jouer la victime. En disant, mais tu me comprends pas, etc., etc. Mais tu es sûr qu'une demi-heure après ou une journée après, il revient dans son rôle de bourreau, ou alors il va jouer le sauveur en disant, je suis désolé, pardon et tout, mais 2-3 jours après, il te... Donc, c'est pour ça que c'est très important de dire les choses et de se mettre en position d'adulte. De toute façon, ces gens-là, ils vous lâchent pas. Je veux dire, ils s'agrippent parce que vous êtes sa nourriture. Ils ont besoin de vous pour se nourrir. Et dès qu'ils vous ont pu, soit ils en trouvent un autre, soit ils vont parler de vous en disant pique prendre. Alors, comment s'en sortir? La première chose, c'est être conscient de la situation. Donc, je pense que là, en ce qui concerne notre situation sociale, de plus en plus de gens sont conscients de ce qui se passe. Attention, je dis qu'ils sont conscients, c'est pas pour autant qu'ils sont pas dans le déni. Je suis conscient de ce qui se passe, mais je veux pas en parler et je veux pas m'engager à régler le problème. Mais je suis conscient de ce qui se passe. Il faut l'aider. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont peur et ce sont des gens qui ont peur d'être éjectés du groupe. En général. Là, on revient sur le triangle de Maslow avec les différents niveaux, dont notamment le niveau d'appartenance, qui est essentiel pour tout être humain, qui a besoin d'appartenir à un groupe. Le deuxième point, c'est avoir conscience de qui on est et les gens qui vont pouvoir s'en sortir, il va falloir travailler avec eux et pour aider aussi les autres à s'en sortir, il faut travailler avec eux sur les valeurs. C'est quoi tes valeurs dans la vie? C'est quoi tes convictions? C'est quoi tes engagements? Ok. Remettre les gens sur la notion d'être et de valeur, parce que tous ceux qui restent dans l'avoir deviennent des proies. Ils sont dans la matière. 3, c'est d'apprendre aux gens et ou nous-mêmes d'exprimer nos émotions. Tu as le droit d'être d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais exprime-le. Ne mets pas le couvercle sur la bassine à émotions. Exprime tes émotions. Exprime ce qui ne va pas, que ce soit avec d'autres adultes ou avec des enfants, etc. Il faut un temps. Il faut savoir que verbaliser, ça crée la vibration. Plus les gens sont dans la peur et plus nous sommes nombreux à être dans la peur, et plus ça renforce la puissance de la partie adverse. Et alors ça, j'ai interviewé Philippe Guillemant, et on en parle dans la vidéo que j'ai faite avec lui, puisque lui, il est sur les fréquences, il est sur les vibrations, c'est un physicien, et il le démontre en plus mathématiquement, à savoir que lorsqu'on on exprime au niveau de la parole nos peurs, on renforce la partie adverse. Alors il faut aller les exprimer, et ensuite il faut commencer à parler de nos rêves, de nos espoirs, de ce qu'on souhaite. Parce que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, on peut gueuler pendant des heures sur tous les dirigeants européens. Ça va faire quoi? Par contre, si on se réunit et qu'on est vibratoirement suffisamment haut pour pouvoir se projeter dans un futur possible, là, ça va commencer à bouger. Et là, les gens qui sont coincés dans leurs émotions, est-ce que je peux venir? Et là, on peut commencer à faire bouger les choses. On ne peut pas se regrouper en parlant sans arrêt des problèmes. Il faut qu'on commence à avoir une idée de ce qu'on veut devenir, une idée de ce qu'on veut construire. C'est ce dont je vous parlais dans une des premières. C'est d'avoir un défi attractif et de l'organiser en fonction des compétences de chacun. Il y a des gens qui sont bons pour écrire, il y en a d'autres qui sont bons pour parler, il y en a d'autres qui sont bons pour peindre. Donc, il faut utiliser les compétences des gens autour d'un défi attractif. Ça, c'est encore une autre... c'est la théorie du flow d'un psychologue hongrois qui s'appelle Csikszentmihalyi. C'est-à-dire que les gens commencent à se mettre en flow, c'est-à-dire à être dans un état mental positif pour construire quelque chose de positif, quand ils ont un défi attractif qui correspond à leurs compétences. On ne pourra pas sortir de la situation où nous sommes si on ne pratique pas ce genre de choses. Mais je peux vous dire qu'il y a, et on le voit sur les réseaux, on en a eu encore un exemple ce matin, des gens qui disent il faut qu'on fasse quelque chose. On leur dit ok, on va commencer par se réunir, par se connaître, par connaître nos compétences, par connaître notre niveau d'engagement, quel temps on a à engager. Ah maintenant je voudrais des liens pour des vidéos. Parce que ceux que nous avons en face sont extrêmement bien équipés, extrêmement bien compétents, et ils savent exactement ce qu'ils font. Ce ne sont pas des imbéciles. Ils font pas les choses par hasard. Ils répondent à leurs besoins, mais à un niveau que nous-mêmes,
Le commun des mortels ne peut pas décoder tout ce qui se passe. C'est pas possible. Donc, faut porter, faut expliquer tous ces trucs-là, parce que pour s'en sortir, il faut se respecter, il faut avoir une posture et un comportement qui correspondent aux valeurs du groupe. Moi, j'ai un mentor qui est un type extraordinaire. Il me disait toujours, Didier, sans discipline, on n'arrive à rien. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Le danger dans lequel nous sommes, c'est qu'il risque de nous sortir un sauveur, de virer les bourreaux et de nous sortir un sauveur qui reprendra la place du bourreau dans quelques temps. Donc, il n'y a pas de hasard sur ce type d'opération. Le pouvoir, il est là. Et ils ne lâcheront rien, mais c'est comme un peu l'hydre de l'herbe, hein. On aura beaucoup une tête, il y en a une autre qui va repousser. Est-ce que pour vous c'est clair ces jeux au niveau sociétal et politique? Dans la vie privée, c'est pareil. Vous avez malheureusement des gens qui sont mal pris dans des jeux pervers. Qui sont pas dans ce triangle, mais ils ont épousé un bourreau qui va tâcher de les amener dans le triangle pour en faire une victime. Puis, ah ben non, j'ai pas envie d'être victime. Alors là, ça devient la guerre. Parce que la personne ne peut pas se nourrir de l'autre. Elle n'a pas d'emprise sur l'autre. Mais il y a aussi des gens qui sont des bourreaux ou des faux sauveurs, qui trouvent une victime, qui l'épousent, c'est merveilleux, c'est fabuleux, la vie est magnifique. Jusqu'au jour où la victime inconsciente devient consciente, parce qu'il y a une souffrance. Heureusement qu'on a des souffrances d'ailleurs. On va de savoir quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et à partir de ce moment-là, on se dit, attends, il y a un truc qui colle pas. Alors, le bourreau va lui dire, bah oui, il faudrait que tu vois un psy, bah oui, il faut que tu te soignes, bah oui. Alors évidemment, on écoute parce que l'autre est bienveillant, il nous veut du bien, donc on commence une démarche, puis il n'y a rien qui change. Puis on continue, puis au bout d'un moment, on dit, si on tombe sur un bon psy, le psy nous réveille. Il dit, attends, c'est quoi le problème? Bah, t'es sûr que c'est toi le problème? Et à ce moment-là, on prend conscience que non, stop, ça va pas, je refuse d'être une victime et je refuse. Donc, où je me trouve un sauveur, et là, il y a toujours le risque de retomber sur un faux sauveur et de recommencer le même scénario. Ou je sors de ça, je me nettoie, je prends le temps, je prends du recul, je comprends ce qui s'est passé. À ce moment-là, j'ai les codes pour ne pas recommencer. C'est le problème de se nettoyer. Il faut du temps pour se nettoyer. Et surtout, ça passe à la fois par un travail émotionnel, mais aussi un travail rationnel, de comprendre ces mécanismes pour pouvoir les identifier. Parce que si j'identifie pas au niveau de mon cerveau, je suis que dans l'émotionnel. Puis là, c'est le bazar, parce que, évidemment, c'est pas de ma faute, évidemment, j'ai souffert, évidemment, c'est à cause de lui, etc. Mais oui, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me mettre dans cette situation-là? C'est la partie question. Ouais.